Tout a commencé normalement. Mais au coucher du soleil, tout avait changé. Près de 3000 morts, l'Amérique en guerre, et une nation contrainte de réécrire les règles du quotidien en temps réel. Les attentats du 11 septembre ont déclenché une réaction en chaîne mondiale, dont nous ressentons encore les effets plus de 2 décennies plus tard. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous examinons l'impact de l'attaque étrangère la plus meurtrière aux États-Unis. Dans les années 90, voyager en avion aux États-Unis était détendu. Arriver 30 minutes avant le départ suffisait pour prendre son vol. Les familles accompagnaient leurs proches jusqu'à la porte d'embarquement. Il n'y avait pas besoin de contrôle d'identité, et les cartes d'embarquement n'étaient pas obligatoires. Vous pouviez transporter des liquides en grand format dans votre sac. Vous pouviez même emporter un canif à bord de l'avion. La sécurité reposait sur un unique détecteur de métaux surveillé par des agents des compagnies aériennes. C'était la vie ordinaire en Amérique, il y a 24 ans. Mais le 11 septembre 2001 a anéanti l'idée que les aéroports pouvaient être des lieux accueillants. En quelques mois, le Congrès a adopté la loi sur la sécurité des transports, fédéralisant la sécurité des aéroports avec précision. Les agents de sécurité privés payés 6 $ de l'heure ont été remplacés par des agents fédéraux, dotés de pouvoirs d'arrestation et d'un budget annuel de 8 milliards de dollars. La transformation a été rapide et totale. Soudainement, arriver 2 heures à l'avance est devenu presque obligatoire. Le retrait des chaussures, c'est devenu la norme après la tentative de Richard Reid d'allumer des explosifs cachés dans ses baskets sur un vol Paris-Miami en 2001. Une tentative d'attentat ratée a bouleversé la routine de milliards de voyageurs. Ce couteau de poche est maintenant une arme mortelle, et cette grande bouteille de shampoing. Bombe liquide potentielle, limitée à 100 ml depuis 2006. Les adolescents d'aujourd'hui ont du mal à imaginer le monde avant le 11 septembre, où les non-passagers se promenaient librement dans les terminaux, où on se retrouve à la porte d'embarquement, n'était pas qu'un cliché de film. Les aéroports modernes ressemblent plus à des postes de contrôle militaire qu'à des centres de transport, avec des machines à rayons X qui voient à travers vos vêtements, des chiens renifleurs de drogue et des capteurs chimiques qui détectent les traces d'explosifs. Le coût humain va bien au-delà de l'inconvénient. Les adieux familiaux ont lieu sur les parkings, plus dans les salons d'embarquement. Les voyageurs d'affaires anticipent les retards liés à la sécurité. La Transportation Security Administration saisit chaque année des milliers d'armes, couteaux, liquides et autres objets. Mais peut-être que le changement le plus profond y était psychologique. Les aéroports incarnaient en jadis l'aventure, les retrouvailles et les rêves en plein essor. Depuis le 11 septembre, ces lieux sont devenus des forteresses où tout le monde est suspect. La confiance qui caractérisait les voyages américains a disparu après les tours jumelles, remplacée par une sécurité traitant chaque passager en suspect. En 6 semaines, un congrès paniqué a profondément réécrit les règles entre le gouvernement et les citoyens. Le 26 octobre 2001, le président Bush signe le Patriot Act, un texte de 342 pages que la plupart des législateurs n'avaient même pas lu. Le Congrès a donné aux agences fédérales des pouvoirs de surveillance inédits, modifiant soudain l'équilibre entre sécurité nationale et vie privée. Le nom témoignait d'un génie de la propagande, unifiant et renforçant l'Amérique en fournissant les outils nécessaires pour contrer le terrorisme. Qui s'opposerait au patriotisme ? Un seul sénateur l'a fait. Avant le 11 septembre, il fallait convaincre un juge de raisons probables pour obtenir une mise sur écoute. Le Patriot Act a détruit cette norme. Désormais, les agents pouvaient surveiller toute personne jugée pertinente pour une enquête sur le terrorisme, un terme si vague qu'il pouvait même concerner votre livreur de pizza s'il fréquentait la même mosquée qu'un suspect. La section 215 est le couteau suisse du gouvernement pour l'espionnage. Initialement destinée au FBI pour obtenir des dossiers commerciaux dans des affaires de terrorisme, la National Security Agency a détourné cette mesure pour collecter les relevés téléphoniques de millions d'Américains. Tous vos appels et messages étaient enregistrés dans des bases de données gouvernementales, au cas où. L'affaire de la Fondation Terre Sainte a révélé cette réalité. En 2001, des agents fédéraux ont gelé les avoirs de la plus grande organisation caritative musulmane d'Amérique, l'accusant de financer des groupes terroristes. 5 dirigeants de la fondation ont finalement été condamnés en 2008, mais l'impact plus large a été immédiat. Les musulmans américains ont arrêté de donner aux associations islamiques, de peur que cela soit vu comme un financement du terrorisme. Des communautés entières ont vu leur réseau caritatif s'effondrer sous le poids du soupçon. L'impact psychologique était l'objectif recherché. Quand les gens savent qu'ils pourraient être surveillés, ils changent de comportement. Ils cessent de lire certains livres, évitent dans des sites web et hésitent avant de soutenir des causes ou d'aller à des manifestations.
Cette méthode ne nécessite pas de surveillance réelle, seulement la connaissance que c'est possible. Le Patriot Act n'était qu'un début. Si le Congrès a réécrit les lois sur la surveillance en 6 semaines, que ferait-il en un an? Le résultat a été une vaste réorganisation du gouvernement fédéral. Imaginez fusionner la garde côtière, les services secrets, l'immigration, la Federal Emergency Management Agency et 18 autres agences fédérales en une seule grande bureaucratie en moins d'un an. C'est ce qui s'est produit en 2002 quand l'Amérique a créé le département de la sécurité intérieure, sa plus grande réorganisation gouvernementale depuis la guerre froide. Le président Bush a promulgué la loi sur la sécurité intérieure le 25 novembre 2002. Cela a donné naissance à la 3e plus grande agence fédérale, dotée d'un budget de 40,7 milliards en 2005 et d'environ 180 000 employés. Le département a fusionné 22 agences et départements fédéraux, auparavant indépendants, qui refusaient souvent de partager des renseignements cruciaux. Le choc bureaucratique a été instantané et visible. Soudainement, chaque bâtiment fédéral affichait les niveaux de menaces codés par couleur du système consultatif de sécurité intérieure. Du plus bas au plus élevé, les niveaux étaient faibles, surveillés, élevés, importants et sévères. Inspiré du système de couleurs des feux de forêt, l'échelle devait indiquer la probabilité et la gravité d'une attaque terroriste. Mais ces couleurs, comme le reste, ont changé la psychologie américaine. Depuis mars 2002, la menace nationale est restée au niveau jaune, sauf 5 fois où elle a été passée à l'orange, indiquant un niveau élevé. Chaque couleur bouleversait le quotidien. Les alertes oranges signifiaient des files d'attente plus longues dans les aéroports, une présence policière accrue et un sentiment général que le danger rôdait à chaque coin de rue. Le système a habitué les Américains à une vigilance constante. Le pays ne retrouverait jamais l'état d'esprit d'avant le 11 septembre où le terrorisme paraissait concerner d'autres. Les couleurs servaient de rappel quotidien que le monde avait fondamentalement changé. Outre les avertissements visuels, le département de la sécurité intérieure, a transformé le partage d'informations entre agences gouvernementales. Le département fusionnerait et analyserait les renseignements provenant de multiples sources, y compris la CIA, la National Security Agency et le FBI. Les problèmes de communication ayant permis le 11 septembre avec des agences retenant des informations clés deviendraient théoriquement impossibles. Le système d'immigration a également beaucoup changé. Le service de l'immigration et de la naturalisation est devenu l'immigration et les douanes, appelé Immigration and Customs Enforcement. Cette nouvelle agence, dotée de pouvoirs accrus, devait considérer chaque visiteur étranger comme une menace potentielle. Depuis 2002, le département de la sécurité intérieure a accordé plus de 55 milliards de dollars en subventions de préparation aux communautés du pays, transformant le travail de la police, des pompiers et des secours d'urgence. Les pompiers des petites villes ont soudain reçu du matériel militaire et une formation antiterroriste fédérale. La restructuration du gouvernement à l'intérieur du pays n'était que la moitié de l'équation. L'autre moitié allait transformer des régions du monde et maintenir l'Amérique en guerre pendant 20 ans. 3 semaines après le 11 septembre, les bombes américaines frappaient l'Afghanistan. Cette rapidité surprend encore les jeunes adultes d'aujourd'hui. Ils ignoraient sans doute que l'Amérique a toujours été en guerre pendant leur vie. Si vous êtes né en 2006, vous n'avez techniquement jamais connu la paix, jusqu'à ce que le dernier avion quitte l'Afghanistan en 2021. La paix est aujourd'hui relative dans le monde, conséquence des répercussions du 11 septembre. La justification de la guerre en octobre 2000 semblait parfaitement claire. Le gouvernement taliban a hébergé Oussama Ben Laden et rejeté l'ultimatum du président Bush. Quand le Mollah Omar a refusé en disant « Faire cela signifierait que nous ne sommes pas musulmans », le sort était scellé. L'opération Liberté Immuable a débuté le 7 octobre 2000 par des frappes de missiles sur les camps talibans et Al-Qaïda. Le succès initial était époustouflant. En moins de 2 mois, le gouvernement taliban a chuté. Ben Laden s'est enfui au Pakistan et l'Afghanistan semblait libre. Les forces américaines n'étaient que 2500, une présence légère pour une victoire aussi spectaculaire. Mission accomplie, non? Faux. Ce qui a suivi, ce sont 20 ans d'élargissement progressif de la mission, transformant une opération antiterroriste ciblée en la plus longue guerre de l'histoire américaine. L'objectif est passé de la capture de Ben Laden à la défaite des talibans, puis à la construction d'une démocratie stable. Chaque élargissement a demandé plus de troupes, d'argent et de temps. En 2010, les forces américaines ont dépassé 100 000 soldats. Le coût humain a continué d'augmenter. Plus de 2400 soldats américains sont morts et 20 700 ont été blessés en Afghanistan.
mais ces chiffres semblent aussi minimes face à la dévastation de l'Afghanistan après 40 ans de conflit. Aujourd'hui, 23,7 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population, nécessitent une aide humanitaire urgente, dont la majorité sont des enfants. Le retrait de 2021 n'a pas stoppé les souffrances de l'Afghanistan, il les a aggravées. Près de 700 000 personnes ont fui après le retour des talibans, s'ajoutant aux 6,3 millions déjà déplacés dans le pays. La crise de l'éducation est particulièrement frappante. Près de 1,4 million de filles sont privées d'école secondaire depuis l'arrivée des talibans, annulant des décennies de progrès pour les droits des femmes. Les enfants afghans ont porté un lourd fardeau. Sur les 12,6 millions d'enfants ayant besoin d'aide humanitaire, 9,2 millions ont besoin de services de protection. Près de 900 000 enfants de moins de 5 ans ont besoin d'un traitement urgent pour malnutrition sévère, et plus de 24% des 5-17 ans souffrent d'anxiété. 10 fois la moyenne mondiale. Seuls 16% des Afghans peuvent couvrir leurs besoins essentiels. L'Institut Watson estime que plus de 176 000 personnes sont mortes dans le conflit afghan, dont environ 46 300 civils. Des millions d'autres sont devenus des réfugiés, fuyant vers le Pakistan ou l'Iran, ou déplacés à l'intérieur des frontières de l'Afghanistan. Le coût économique a été stupéfiant. 8 000 milliards de dollars selon le projet Costs of War de l'université Brown. Pour mettre cela en perspective, l'Amérique aurait pu éliminer la dette étudiante à l'échelle nationale, reconstruire tout le réseau électrique, et il lui serait encore resté de l'argent. Peut-être plus tragiquement, les interprètes afghans et leurs familles, des personnes qui ont risqué leur vie pour aider les forces américaines, ont été abandonnées lors du retrait chaotique de 2021. Des milliers de demandeurs de visas spéciaux restent piégés, menacés par les talibans pour avoir aidé les Américains. La guerre, d'abord soutenue par le public, s'est achevée avec le retour des talibans et le doute des Américains sur l'utilité de 20 ans de sacrifice. L'Afghanistan est la plus longue guerre américaine car les dirigeants n'ont jamais défini la victoire, et non parce qu'elle était la plus importante. Mais l'Afghanistan ne suffisait pas. Quelques mois après la chute des talibans, l'administration Bush préparait déjà une seconde guerre, bien plus controversée et aux conséquences lourdes. Le lien avec le 11 septembre a toujours été faible. Saddam Hussein n'était pas lié aux attentats. Mais après le 11 septembre, cela importait peu dans ce climat de peur et de colère. L'administration a présenté Hussein non plus comme un dictateur contenu, mais comme une menace majeure pour la sécurité américaine. La preuve devait être les armes de destruction massive. En février 2003, le secrétaire d'État Colin Powell a présenté au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies des photos satellites, des interceptions et des affirmations sur les programmes d'armes chimiques et biologiques irakiens. On affirmait que l'Amérique disposait de faits concrets, fondés sur des preuves solides, sauf que les renseignements étaient fondamentalement erronés. Elles reposaient sur des sources discréditées comme Curveball, un transfuge irakien, dont les allégations sur des laboratoires d'armes biologiques mobiles étaient inventées. Les tubes en aluminium n'étaient pas pour l'enrichissement de l'uranium. Les installations d'armes chimiques s'étaient abandonnées. Et le nuage évoqué par Condoleezza Rice n'existait que dans l'imagination. Le 20 mars 2003, les Américains ont envahi l'Irak. Contrairement au succès en Afghanistan, l'Irak a sombré aussitôt dans le chaos. L'armée irakienne a disparu, les institutions se sont effondrées et la violence sectaire a explosé. Ce qui devait être une victoire rapide s'est transformé en une occupation de 8 ans, coûtant la vie à 4 500 Américains et plus de 200 000 civils irakiens. Les conséquences régionales furent désastreuses. La guerre civile en Irak a renforcé l'Iran, principal rival régional des États-Unis. La chute de Hussein a créé un vide de pouvoir, menant à l'émergence de Daesh, qui contrôlait un territoire plus grand que la Grande-Bretagne et a inspiré des attentats mondiaux. L'Irak a banalisé des pratiques auparavant impensables avant le 11 septembre. Les frappes de drones, désormais courantes, ont élargi le conflit au Pakistan, Yémen, Somalie et ailleurs. La baie de Guantanamo, remplie de détenus, les a maintenus indéfiniment sans procès. La torture, sous le nom de techniques d'interrogatoire renforcées, est devenue politique officielle. Les deux guerres, après le 11 septembre, ont transformé la relation de l'Amérique avec le monde, rendant la guerre et la surveillance permanente une norme pour la sécurité moderne. Les guerres à l'étranger étaient visibles. Des soldats déployés, des bombes qui tombaient, des pertes rapportées, un cycle d'information de 24 heures. La plus grande transformation du 11 septembre s'est faite discrètement, lorsque les gouvernements ont appris à surveiller leurs citoyens avec une précision inédite. En 2001,
La plupart des Américains utilisaient encore des téléphones à clapet pour passer des appels et envoyer des messages textes primitifs. L'accès à Internet nécessitait de se connecter via une ligne fixe. Le courriel était basique, sans réseaux sociaux, et Internet s'utilisait sur ordinateur de bureau. Votre empreinte numérique était discrète, souvent anonyme et effaçable. 24 ans plus tard, vous portez volontairement un dispositif de surveillance partout. Votre smartphone suit votre position, enregistre vos conversations, prend votre photo et surveille votre rythme cardiaque en permanence. Il sait où vous dormez, travaillez, faites vos courses et priez. Chaque application recueille des données sur vos préférences et habitudes, créant un profil psychologique plus complet que ce que le KGB aurait pu imaginer. Cette transformation n'est pas due au hasard. Après le 11 septembre, le Congrès a supprimé les protections contre la surveillance sans motif. Le gouvernement pouvait légalement collecter des informations sensibles sur les Américains, en affirmant leur pertinence pour des enquêtes. En 2013, Edward Snowden a révélé les programmes secrets de la National Security Agency clarifiant la situation. PRISM donnait un accès direct aux données des serveurs de Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Skype, YouTube et Apple via des accords secrets. Des programmes comme XKeyscore, Tempora et Muscular ont étendu la surveillance mondiale, ordonnant à Verizon de fournir chaque jour les relevés téléphoniques et métadonnées de tous ses clients. Mais le gouvernement n'a pas agi seul. Les entreprises technologiques sont devenues des partenaires consentants, intégrant des capacités de surveillance dans des produits présentés comme pratiques. Votre système de positionnement global, vos réseaux sociaux et les publicités ciblées nourrissent un système de surveillance qui vous connaît mieux que vous-même. La diffusion des smartphones, réseaux sociaux et applications de géolocalisation fait que chacun transporte des caméras avancées et des dispositifs de suivi. En conséquence, la mentalité du « plus si vous n'avez rien à cacher » s'est installée, convainquant les Américains que la vie privée était d'une certaine manière suspecte. La vie privée ne sert pas à dissimuler des actes répréhensibles, mais garantit la dignité, la liberté d'association et le droit de penser sans surveillance gouvernementale. Plus choquant que l'espionnage gouvernemental, c'est la rapidité d'acceptation des Américains. Avant le 11 septembre, les caméras étaient en surtout dans les banques et bijouteries. Aujourd'hui, elles sont partout. Les élèves sont surveillés, les clients suivis en magasin, et la reconnaissance faciale couvre les rues. La Nouvelle-Orléans utilise des caméras de surveillance à reconnaissance faciale qui scannent les visages et envoient des alertes en temps réel aux agents. Le fossé entre les générations est frappant. Les Américains plus âgés, habitués à la vie privée constitutionnelle, se sentent souvent violés par la surveillance, alors que les jeunes générations, élevées après le 11 septembre, voient la vie privée comme dépassée. Pourquoi s'inquiéter du suivi gouvernemental alors qu'Instagram et TikTok savent déjà tout ? Les sonnettes Ring ont transformé discrètement des quartiers ordinaires en réseaux de surveillance, enregistrant chaque livraison, visiteurs et passants. Les applis de voisinage incitaient les résidents à signaler des comportements suspects, renforçant souvent le profilage racial. Ironiquement, l'état de surveillance est né de la base, alors que les Américains adoptaient l'économie de marché et se surveillaient mutuellement. D'autres démocraties ont fait des choix différents. Les pays européens ont mis en place le Règlement général sur la protection des données, ou Règlement général sur la protection des données donnant aux citoyens le contrôle de leurs données personnelles. L'Allemagne, marquée par la surveillance nazie et de la Stasi, conserve des protections de la vie privée plus strictes. Le Canada et l'Australie ont élargi les pouvoirs de sécurité, mais ont inclus davantage de contrôle judiciaire. À l'extrême, le Crédit social chinois montre où mène une surveillance incontrôlée. Les citoyens sont évalués selon leur comportement, leurs relations et leur fidélité à l'État. Ces scores signifient des restrictions de voyage, des prêts bloqués et une isolation sociale. C'est un aperçu dystopique de ce qui arrive quand la surveillance devient totale. L'Amérique n'en est pas encore là, mais l'infrastructure est déjà en place. L'état de surveillance n'était qu'un début. Les répercussions du 11 septembre ont transformé la façon dont les Américains se voyaient les uns les autres, qui étaient le bienvenu dans le pays, et quelles menaces comptaient réellement. Pour les musulmans américains, le 12 septembre a changé leur vie. Les crimes contre les musulmans ont augmenté de plus de 16 000% en 2001. Voyager en avion en tant que musulman expose à une discrimination reconnue, avec des contrôles supplémentaires liés au nom, à l'apparence ou à la religion. La surveillance du FBI a concerné des communautés entières, au-delà des individus. De 2002 à 2008, l'unité de démographie du New York Police Department a surveillé les quartiers musulmans, infiltré des mosquées et suivi des étudiants sans preuve de méfaits.
Les familles ont changé de nom, évité les vêtements islamiques et cessé d'aller à la mosquée pour se fondre dans la masse. Les Sikhs américains, avec turban et barbe, subissent des erreurs d'identité. Balbir Singh Soti, propriétaire de station-service sikh en Arizona, fut la première victime d'un crime de haine lié au 11 septembre, tué 4 jours après les attentats par un homme armé en quête de vengeance. La politique d'immigration est devenue méfiante. Le traitement des visas a fortement ralenti, surtout pour les étudiants et chercheurs venant de pays majoritairement musulmans. Les universités constatent moins d'inscriptions internationales et les entreprises technologiques peinent à recruter mondialement. La fuite des cerveaux s'est intensifiée. De brillants esprits choisissant le Canada, l'Australie ou l'Europe face à un système d'immigration américain plus hostile. Alors que l'Amérique était obsédée par les terroristes étrangers, l'extrémisme intérieur s'est métastasé. Les technologies de surveillance initialement prévues contre les terroristes islamistes ont aussi servi aux suprémacistes blancs, complotistes et radicaux nationaux pour s'organiser et recruter. Des enfants nés après le 11 septembre ont grandi avec des exercices de tireurs actifs, des détecteurs de métaux et des gardes armés dans les écoles. Les mesures de sécurité, censées les protéger du terrorisme, rappellent chaque jour que le danger est omniprésent. La réaction américaine après le 11 septembre a aussi servi de guide aux dirigeants autoritaires pour l'oppression. Vladimir Poutine a justifié des méthodes brutales en Tchétchénie, en évoquant la lutte antiterroriste. La détention massive des Ouïghours par la Chine au Xinjiang a été présentée comme une lutte contre le terrorisme. Les restrictions indiennes au Cachemire ont été comparées aux mesures de sécurité américaines. La torture à Abu Ghraib, la détention à Guantanamo et les assassinats par drone ont sapé l'autorité morale de l'Amérique. Les alliés européens, d'abord favorables à l'invasion de l'Afghanistan, sont devenus sceptiques envers le leadership américain. Pendant que l'Amérique dépensait des milliards au Moyen-Orient, sa réputation mondiale déclinait. La Chine a discrètement renforcé son influence économique en Afrique, Asie et Amérique latine. Les jeunes adultes actuels n'ont jamais connu un monde sans la Transportation Security Administration, le département de la sécurité intérieure ou le Patriot Act. La génération Z considère comme normal ce qui a choqué les générations précédentes. Retirer ses chaussures à l'aéroport, laisser son téléphone tracer sa position, voir des caméras partout, c'est simplement le fonctionnement du monde. Les mesures d'urgence temporaires sont devenues des éléments permanents. Le Patriot Act a été renouvelé à plusieurs reprises. L'équipement militaire a afflué dans les services de police locaux. Les capacités de surveillance se sont étendues à chaque avancée technologique. Sommes-nous devenus plus en sécurité ? Sur ce point, les données sont mitigées. D'une part, aucune organisation terroriste étrangère n'a réussi à mener une attaque majeure sur le sol américain depuis le 11 septembre. Les décès liés au terrorisme intérieur dépassent maintenant ceux du terrorisme international la plupart du temps. Les fusillades de masse augmentent, la violence politique se banalise et les coûts économiques et psychologiques sont clairs. Plus de 8 000 milliards de dollars dépensés après le 11 septembre, des centaines de milliers de morts, libertés civiles réduites et communautés stigmatisées. Au final, le 11 septembre n'a pas créé le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce sont nos réactions qui l'ont fait. 19 pirates de l'air ont tué près de 3000 personnes, mais les décisions des gouvernements, institutions et citoyens ont ensuite transformé la civilisation. Chaque fil à la sécurité, caméra de surveillance ou restriction d'immigration porte l'acide désoxyribonucléique de ce mardi matin-là. Vous pensez tout savoir sur ce jour-là ? Détrompez-vous. Découvrez les secrets du 11 septembre qu'ils ne veulent pas que vous sachiez pour connaître les coulisses des gros titres. Ou cliquez sur cette vidéo